Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as dit. C'est vraiment extrêmement profond et il faut avoir une ouverture d'esprit pour véritablement comprendre la nature profonde de ce que tu es en train de dire. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est tu as insisté sur le fait qu'il faut qu'on investisse en l'homme. Comment on investit dans l'homme? L'homme même, c'est d'abord quoi? L'homme, c'est l'humain. Et cet humain-là, c'est lui qui est au début, il est au milieu et il est à la fin. C'est ce que l'Occident a compris. Sinon, les Occidentaux ne sont pas plus généreux que nous, tout comme ils ne sont pas plus mauvais ou plus méchants que nous. C'est simplement qu'ils ont compris, quand vous venez en Occident, vous voyez même ce qu'on appelle chez nous les gens bêtes, des gens qui sont soit mentalement défaillants, ou même qui ont des handicaps visibles ou non visibles, des gens que nous, on lie directement à la mendicité, ou même qu'on classe comme des sous-hommes. Vous voyez ici qu'en Occident, on les utilise pour faire des activités. Et pourquoi? Parce que chaque être humain, comme j'aime à le dire, a une raison d'être sur la terre. Et donc, chacun vaut la peine d'être sur la terre et chacun peut servir à quelque chose sur la terre. C'est pourquoi vous verrez dans ces pays-là, on ne juge pas quelqu'un en fonction d'où il vient, de son origine, ou bien même de son appartenance idéologique ou politique. On essaie d'abord de voir ce qu'on peut tirer en termes de positivité. C'est vraiment très important. Et chez nous en Afrique, c'est ce rendez-vous-là que nous ratons avec l'humain. Dieu nous a donné la chance. Nous avons une population, selon les statistiques qui sont estimées aujourd'hui à plus de 60% de la population ont moins de 30 ans. Mais allez regarder aujourd'hui les modèles qu'avaient suivi la Chine, l'Europe et beaucoup de pays développés. Aujourd'hui, la Chine ne fonctionne plus avec les modèles qu'elle utilisait il y a 20 ans, 40 ans. Aujourd'hui, les Chinois, je ne pense plus qu'il y a la limitation d'âge pour faire des enfants, alors qu'à l'époque, on te demandait de faire un seul enfant. Quand tu prends les statistiques aujourd'hui, en termes de groupe par race, même ici aux États-Unis, ici, la race blanche est en train de devenir minoritaire. Quand tu prends l'Europe, on appelle l'Europe le vieux continent parce qu'il s'est développé avant les Amériques, qu'on appelle le nouveau continent. Ça, c'est un fait. Mais l'Europe est effectivement devenu le vieux continent parce que la population européenne même est vieillissante. Et donc, quand on regarde l'avantage que l'Afrique a aujourd'hui, mais quand on voit que toute cette jeunesse-là, on n'a pas de perspective, on n'a pas d'idéal pour cette jeunesse, on ne peut pas, nos dirigeants sont incapables de faire rêver cette jeunesse-là. Ce qu'on perd est plus que l'or. Ce que nous perdons est plus que le diamant. Ce que nous perdons est plus que l'argent que nous partons récolter dans les institutions internationales. Il faut que nos dirigeants prennent rendez-vous avec les faits, la réalité du continent, pour se dire notre première richesse, ce sont ces jeunes enfants. Notre première richesse, c'est quand on va permettre à ces jeunes gens d'être indépendants, d'avoir foi en l'Afrique, d'avoir foi en eux-mêmes et de leur dire qu'ils sont capables de quelque chose. C'est ça le plus important. Être militant ne veut pas dire qu'on associe notre destin à un parti. Être militant ne veut pas dire qu'on attend forcément quelque chose au-delà des idéologies. C'est un idéal qu'on vise. Quand on rentre dans un parti, c'est une idéologie et une société qu'on voudrait construire à travers des gens en qui on place sa confiance. Et je le dis aux dirigeants ivoiriens, mais de façon plus générale à tous les dirigeants africains, le destin de l'Afrique ne se trouve pas dans les grands discours. Le destin que l'Afrique doit se construire ne se trouve pas dans le passé. Ah non, Mandela était ceci, Thomas Sankara était ceci, Lumumba, on est revenu avec sa dent, on doit danser aujourd'hui toute la nuit dans le pays Bamileke, etc., etc. C'est des discours pour endormir les masses. Quel est le discours qu'on devrait tenir aujourd'hui à l'humain africain sur le continent africain? C'est de lui dire qu'il peut réussir en Afrique. C'est d'instaurer les conditions de la justice. C'est d'instaurer les conditions qui peuvent mettre en confiance
chaque citoyen africain et lui permettre de pouvoir produire quelque chose. C'est vraiment très important. Yann, vous mettez ça sur miel? Oui, pardon. Oui. Ok. C'est vraiment extrêmement important parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fera à la fin de la journée, il n'y a pas un contrat moral ou un contrat de quelque autre que ce soit pour que les autres viennent faire notre bonheur à notre place. Et à la vérité, nous autres Africains qui sommes venus en Occident, c'est vrai, chaque être humain mérite d'aller à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que nous-mêmes aussi, en tant que personnes humaines, pouvons apporter à notre Afrique? Chacun doit en être à penser à cette réalité. Au-delà des mots, au-delà de la propagande, au-delà de tout ce qu'on voit, si on utilise les chemins contraires pour vouloir atteindre le bonheur de l'Afrique, on ne fait que nous éloigner de la vérité qui peut aider les Africains. Disons la vérité clairement. Le modèle occidental là, est dans son déclin. Ils ne sont pas à leur début, ils ne sont pas à leur apogée, ils sont vers leur fin. C'est comme ça que le monde est. Il y a eu les Byzantins, il y a eu l'Empire romain, il y a eu l'Empire persan, il y a eu plusieurs civilisations. C'est le cycle même du monde qui est comme ça. L'Occident aujourd'hui est dans une phase de maintien. Tous ceux qui sont dans les pays des Blancs là, remarquez qu'il n'y a plus rien de nouveau. Ils ne font que maintenir ce qui est là. Et donc nous autres qui sommes venus, on devient des forces de travail pour le maintien d'une société. Alors qu'on aurait pu se former, on aurait pu gagner en intelligence. La formation, la vraie même, ne se trouve pas à l'école. La première vraie formation, c'est d'abord la vie. C'est l'école même de la vie. Quels que soient les rangs qu'on occupe en Occident, on a au moins accumulé certaines expériences. Qu'est-ce que nous allons être capables d'apporter à cette Afrique pour pouvoir aussi la relever, pour redonner confiance aux jeunes gens qui s'y trouvent en leur disant, c'est vrai, on ne peut pas dire que le bonheur de quelqu'un se trouve forcément dans une zone géographique ciblée, mais il est toujours mieux, il est toujours plus intéressant quand Dieu vous donne votre bonheur là où votre cœur a vu le jour. C'est encore plus intéressant. Nous sommes ici en Occident. Figurez-vous que même si on est milliardaire ici, on n'est personne. Quand je dis on est personne, en tant que quelqu'un à qui on n'accorde pas grand intérêt, c'est ce que j'appelle personne. Alors qu'on aurait pu être plus utile en Afrique. Mais tout cela, que ce soit du côté des populations africaines, comme des populations africaines en dehors de l'Afrique, pour que tout cela devienne une réalité, il faut que nos dirigeants africains redonnent de l'espoir, de la confiance, maintiennent la paix dans nos pays africains et maintiennent la justice. Voilà les éléments fondamentaux. L'Africain n'est pas naturellement bête, idiot, comme aucun être humain n'est plus intelligent que l'autre. Ce sont les conditions qui s'offrent à l'homme qui, dans une certaine part, peuvent déterminer aussi ou limiter ses capacités en face même de la nature. N'oublions pas ces réalités-là. Mais si nous ne créons rien pour l'homme, si nous ne faisons rien pour permettre à l'homme de s'exprimer, de montrer le meilleur qui est en lui-même, mais qu'on s'évertue, on s'obstine à toujours accuser les autres. Ce sont les Blancs qui ont fait que je souffre d'impuissance sexuelle. Ce sont les Blancs qui ont fait que j'ai une carie dentaire. Ce sont les Blancs qui ont fait que ma grand-mère qui est décédée n'a pas accédé au paradis divin. Ce sont les Blancs qui ont fait que le pays n'avance pas. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'on ne s'est pas trop plaint pendant trop longtemps? Ayons le courage de faire le bilan et on comprendra que
accuser les autres n'a jamais aidé qui que ce soit à évoluer. Au contraire, même ça a été une solution de facilité pour nous permettre de jeter nos responsabilités sur les autres. Mais à la fin de la journée, les faits sont là et ils sont implacables. Qu'on ait beau accuser la France, les Occidentaux, c'est qu'on est toujours dernier. C'est qu'on est toujours là dans la misère. C'est qu'on est toujours là en train d'être parmi les peuples et les continents ceux qui tirent le diable par la queue. Est-ce qu'il n'est pas temps à un certain moment qu'en tant qu'humains, en tant qu'Africains, en tant que des personnes, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse nous-mêmes se poser les vraies questions pour dire que l'homme, le travail, c'est ça qui va développer notre Afrique. Et l'idéal politique dans lequel nous nous inscrivons, on ne vient pas pour demander aux politiciens de donner de l'argent à quelqu'un. Dans le meilleur des mondes possibles, cela est impossible. C'est leur dit d'aller voler pour venir vous remettre. Ce n'est pas ce que les gens demandent. Dans le contexte particulier du RHDP-RDR aujourd'hui, c'est le respect, comme disait Yann, la considération. Et surtout, écouter ce que les autres disent et prendre ce qui est bon là-dedans. Et leur dire aussi la vérité. Ah, vous, ce que vous demandez là, c'est vrai. Quand tu n'es pas sur le terrain là, toi, dans les tribunes là, tu peux parler facilement. Mais sur le terrain là, il y a d'autres réalités. Il faut aussi que ce qui n'est pas possible, nos dirigeants puissent regarder nos peuples en face et leur dire cela. C'est vraiment très important. Malheureusement, ce courage-là manque à nos dirigeants et ce courage même d'assumer notre destin manque à nos peuples et à nous-mêmes qui sommes en dehors de l'Afrique parce qu'on pense que c'est forcément les autres qui doivent développer l'Afrique avec ceux qui sont restés en Afrique alors que ça devrait être une œuvre commune. Et c'est vraiment très important que les uns et les autres comprennent cela. Il n'y a aucune action qui est inutile. Quoi que vous fassiez, que ce soit en bien ou en mal, il y a du bien comme il y a du mal en toutes choses. Seulement, il faut pouvoir tirer les bonnes leçons et les bonnes conséquences pour évoluer. C'est comme ça que toutes les nations, tous les continents et toutes les civilisations qui ont voulu aller de l'avant, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et l'Afrique n'a d'autre choix que de rentrer dans ce moule-là. Sinon, comme je le disais, le choix de la paresse, le choix des raccourcis, le choix d'accuser les autres, on finit par renforcer les autres que nous ne sommes rien. À force de dire à Koné Adama, c'est toi qui fais que je n'avance pas, c'est à cause de toi que j'ai raté mon examen de PPC, c'est à cause de toi que mon enfant n'a pas pu obtenir la moyenne de 5 pour aller au CP2, c'est toi qui fais que je n'arrive pas à manger. Mais sans le savoir, je renforce la capacité d'Adama à lui faire comprendre qu'il me domine et qu'il me contrôle. Et donc, accuser ne résoudra jamais les problèmes des gens. Comme changer de maître ne doit pas être la gloire d'un esclave. L'esclave qui se libère cherche à se libérer des chaînes, que ce soit les chaînes mentales ou physiques, pour lui-même s'affirmer. Et je crois que Hegel nous parlait de la dialectique du maître et de l'esclave. Quand l'individu arrive à transformer sa faiblesse en une force, il devient doublement fort. Et c'est ce travail-là qu'on demande aujourd'hui à nos politiciens. On ne vous demande pas de copier les modèles. L'Occident n'a jamais demandé à un politicien de copier un modèle. Alassane Ouattara qui est là, c'est un ultra-capitaliste. Je dis bien Alassane Ouattara, je ne parle pas de sa philosophie politique. Je parle de sa conviction économique. C'est un ultra-capitaliste. Ça veut dire quoi? Alassane Ouattara que vous voyez là, il ne croit qu'en une seule chose, la loi du marché, le capitalisme. Ça veut dire quoi? La force de production et de commerce. C'est en cela qu'il croit. Mais dans l'arène politique, il fait aujourd'hui du libéralisme social. Quand il donne, par exemple, l'argent aux familles démunies, ça, un régime, un libéral, comment on appelle?
Quelqu'un qui croit en l'économie du marché, un capitaliste pur dur ne fera jamais cela. Il préfère prendre de l'argent jeté à l'eau. Parce que dans la vie, on ne peut pas imposer un modèle fixe. Parce que tout est dynamique dans la vie. En fonction des réalités du terrain là, il faut s'adapter. Je suis socialiste, ça ne veut rien dire. Tu as fait quoi? Tu as utilisé ce modèle-là pour atteindre quel résultat concret? C'est de cela qu'il est question. Bédier, lui, ne sait même pas de quelle idéologie il est. Lui, il est en politique. Lui, pour lui, c'est héritage. Donc, il faut prendre le canari pour s'asseoir dessus. Puis mettre bandit dedans et puis boire. Lui, au moins, il ne dit même pas qu'il a une idéologie politique. Là, lui, on comprend qu'il ne vaut rien. Mais Alassane Ouattara, malgré qu'il est un libéral, il a fait un mélange de socialisme et de libéralisme. Aujourd'hui, la politique en face de nous, il fait ce qu'un libéral devrait faire. Il fait ce qu'un capitaliste devrait faire. Mais il essaie d'associer cela avec de la politique sociale. Parce que si Alassane Ouattara voulait appliquer sa philosophie économique propre, c'est qu'on est en train de dire non, c'est comme si on souffre, on fait ceci, c'est mieux. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Voilà la vraie philosophie économique de Ouattara. Si on était dans un environnement où les gens comprenaient la chose, ceux qui crient là, ils n'allaient pas avoir de CMU, ils n'allaient pas avoir de plan, ce qu'on appelle les sommes qu'ils donnent aux populations, ça n'allait pas exister. Vous allez toujours entendre ceux qui veulent réussir se lèvent pour aller soit se vendre dans le marché du travail, ou bien même créer des entreprises. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Malheureusement, nous autres Africains, on ne fonctionne pas avec nos modèles politiques. On ne fonctionne pas avec des modèles qui sont en réalité avec, ou même en accordance avec nos besoins sur le terrain africain. Et on n'a même pas de modèle économique. Et on n'essaie surtout pas de s'adapter. Parce que, au finish dans la vie, le plus difficile n'est pas de ne pas avoir ce que les autres ont. C'est de ne pas chercher à trouver son modèle. Personne, je mets quiconque au défi, n'a demandé aux Africains de copier sans chercher à réfléchir. Personne ne peut à la fin de la journée, même si on va prendre des frais au FMI ou dans la Banque mondiale, mais à la fin de la journée, on ne nous impose pas un destin à sens unique. Et donc si on refuse de réfléchir, si on refuse d'imposer à nous-mêmes du sérieux, si chaque fois notre plaisir c'est de tuer nos populations, si pour nous faire de la politique, c'est d'ostraciser les Bamileke au Cameroun, c'est d'ostraciser les Fulani, parce qu'on les trouve dangereux, c'est que pour une fois, il y a de la vérité en toutes choses, comme aussi de l'excès en toutes choses, parce que les Fulani, comme je l'ai expliqué une fois, eux aussi veulent créer encore l'état du Massina, ce qu'on ne va jamais accepter. Quand on ostracise les Dogons, qu'on appelle les Dogonons, au Mali, quand on ostracise les Broudamins, ce qu'on appelle les Touaregs, quand on ostracise les populations rurales de nos pays africains, on dit ah, vous êtes des Gawa, vous êtes des sous-hommes. Les conséquences seront là. Mais ce qu'on oublie, souvent, le président peut venir de ce qu'on peut sous-estimer. Mais si on ne donne pas la chance à l'humain, on va négliger des talents qui auraient pu être. Mais puisqu'on ne leur a jamais donné la chance, tout disparaît. Voilà le mal de l'Afrique. Voilà le mal de l'Afrique. On s'est condamné à un destin, c'est seulement les enfants des politiciens qui doivent réussir et qui doivent toujours gouverner. Alors que c'est parmi eux qu'on trouve les plus clowns, parce qu'ils n'ont jamais affronté les réalités de la vie, parce qu'ils n'ont jamais connu la difficulté de la vie, parce qu'ils n'ont jamais connu la réalité de nos vies, dans nos campements, dans nos différentes contrées. Et en général, ça ne les intéresse même pas. Mais quand tu prends de telles personnes pour venir diriger des pays sous-développés comme les nôtres, à quel résultat veux-tu t'attendre?
Quand on a vu la famille Bongo commander des pizzas depuis Paris, prendre un avion et insister que ça puisse atteindre Libreville, là. Je vais dire Libreville. Ils ont mis, pour une fête d'anniversaire, ils ont mis des pizzas et ils ont recommandé que ça doit rentrer vite et que ça doit être chaud au moment de livrer. Quand on a vu la fille de Sassou Nguesso commander des glaces pour être délivrées, est-ce que ces gens-là peuvent représenter les intérêts des plus pauvres et de nos vraies populations, puisqu'en Afrique, la majorité de la population est encore rurale? Souvent, lorsqu'on vient parler de la politique, les gens pensent que c'est parce qu'on est des idiots, mais que nous soyons peut-être des idéalistes. Mais il faut qu'à un certain moment, on arrête, on casse les modèles pour essayer quelque chose de nouveau. Les dirigeants africains ont échoué. Les peuples africains aussi ont échoué parce qu'ils n'ont jamais pris leurs responsabilités. Les dirigeants, eux, ils ont échoué parce qu'ils n'ont jamais voulu s'assumer pour trouver des modèles qui puissent marcher sur le terrain. Mais on fait tous semblant que les choses iraient mieux un jour. Et surtout, on vient tous à dire que ce sont les Blancs qui sont la cause de nos différents travers. Ce n'est pas faux en partie. Mais comme je le dis, la nature aussi a ses règles. On ne va jamais accuser un lion d'avoir dévoré une antilope. Que ce soit une petite antilope, que ce soit une grande antilope. Dans la tête du lion, lui, il a besoin de survivre. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai lu un premier texte. Document dit, mais nous, on a quoi avec affaire d'Ukraine là? Tu lis des textes qu'on ne comprend pas. C'est fait exprès. C'est le monde, c'est la réalité du monde à venir qui est en train d'être joué comme ça. Les 100 ans, les 200 ans à venir là, c'est cette réalité-là qui est en train de se jouer en Ukraine. Mais ceux qui ne comprennent pas pensent que non, c'est quelque chose qui est loin d'eux. Ça, c'est une impression qu'on te donne. C'est une impression qu'on te donne. Vous avez vu la position de la Chine qui faisait le double jeu. Au début, ils disent qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec les Russes. Après, ils disent qu'ils sont avec les Russes. Aujourd'hui, avec le sommet du G20, ils se désolidarisent. Mais nous, les Africains, on est où dans la balance? On pèse comment et on pèse où? Quel choix on fait pour bien se positionner? On ne nous demande pas d'être forts, puisque déjà nous-mêmes savons que nous ne sommes pas forts. Mais on fait où pour bien se placer dans la bonne direction? C'est tout ça que nous, chaque jour, on vient essayer de faire comprendre aux uns aux autres. Nous ne sommes pas du tout les plus intelligents. Mais si nos propos, si ce qu'on dit ici peut permettre d'ouvrir les yeux de nos populations en Afrique, de comprendre que quand un bêté, parce qu'il est au pouvoir, tue peut-être un malinqué, un gagou, un abouré, cela ne le grandit en rien, mais cela ne fait que le condamner à subir le même sort. Parce que dans sa volonté de puissance, c'est un exemple que j'ai pris, mais c'est aussi valable pour tous les peuples, comme si aujourd'hui, par exemple, Alassane Ouattara, qui est du Nord, c'est un exemple que je prends, je n'ai pas dit que c'est une réalité, s'amuse à faire du mal aux populations, aux autres 60 et quelques ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais il y a l'effet boomerang. C'est la même chose. Je me souviens, quand les musulmans étaient en train de tuer nos frères en Centrafrique, les Séléka, j'ai été l'un des rares Africains à dire, ce que vous faites là, vous allez le payer cher. Comment des Centrafricains peuvent tuer des Centrafricains? Et aujourd'hui, on retrouve des gens qui ne disent rien. On ne retrouve pas des dirigeants musulmans pour dire ce qui est fait n'est pas bon. Mais quand les anti-Balaka ont commencé à faire la fête aux musulmans, qui se plaignaient? Mais c'est la conséquence de ce que vous avez sémé. Quand tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Le monde n'est pas en sens unique. Et c'est ce modèle-là qu'on veut décourager en Afrique. C'est vrai, les Blancs vendent des armes, mais c'est parce que nous aussi on achète. Les Blancs veulent nous tuer, mais c'est parce que nous-mêmes on s'offre en proie.
Ah non, ils viennent nous piller. Mais c'est parce que nous-mêmes là, on a montré qu'on peut nous piller. Sinon, pourquoi ils ne vont pas piller la Chine? Pourquoi ils ne vont pas piller l'Inde? Pourquoi ils ne vont pas piller l'Europe? Est-ce que c'est le seul continent qui mérite d'être pillé? Il faudrait que l'Africain s'asseye. Pourquoi? Même si nous n'étions pas là, pourquoi c'est nous qui avons été les plus massivement soumis à l'esclavage? Je parle de l'esclavage moderne, bien sûr. Mais c'est parce que le même comportement que nos ancêtres ont adopté, ou d'autres étaient même des chasseurs de tribus, eux courent pour attraper les autres pour les vendre. Mais quand ils ont fini, ceux qui pourchassaient les autres tribus, ce n'est pas eux-mêmes qu'on a attrapés. C'est le même modèle que nous copions aujourd'hui. On est là, on crie tous dans toutes nos capitales africaines. On veut tous le changement. Mais personne ne veut poser la problématique. Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est dans l'absolu. C'est abstrait. Le bonheur, là, ça n'existe pas pour dire, voilà, ça, il faut aller prendre. Le bonheur, là, c'est de se demander, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre le bonheur? Et c'est ça qui est la vraie question. Ah non, je vais être riche. Je vais être riche, c'est une idée. Mais comment je fais pour devenir riche? Voilà la vraie question. Donc, si tu t'assois 1000 ans à dire, je vais devenir riche, tu n'as rien fait. Mais c'est comment je vais devenir riche? Quand tu te poses cette question-là, tu te donnes un mécanisme. Mais toi, tu es là, tu rêves d'un bonheur. Mais tu es là toujours dans les rêves. Le temps que tu perds là, ça t'éloigne de ton idéal. Cher Africain, la politique là, personne ne naît avec un diplôme pour dire je suis plus politicien que quiconque. La politique, ce n'est pas du sport. Et contrairement à ceux qui sont distraits par l'herbe, parce que la meilleure définition de tout ce qui est lamentable, pitoyable, c'est la foule. Si tu veux découvrir l'ennemi de la vérité, va dans la foule. Partout où tu vois les gens heureux, dans les stades, ou bien dans les concerts, tu ne trouveras rien de bon. Les gens sont dans les émotions de bas niveau. Mais lorsqu'on se réunit chaque soir pour parler de politique, demandez-vous, mais pourquoi on ne parle pas de sport? Pourquoi on ne parle pas de musique? Pourquoi on ne parle pas d'autre chose? C'est parce qu'en faisant ce que nous faisons chaque soir, ceux qui nous suivent bien, on essaie de vous aider à comprendre que le monde là est au-delà des émotions. Et que ce que nous faisons, c'est pour sauver votre propre vie. C'est ça le rôle de la politique. Comment sauver ma vie? Comment sauver la vie de ceux que j'aime? Et ça vous permet de comprendre les choses en avance. Ça vous permet de vous situer et de ne pas être esclave de ce qui va arriver. C'est ça le rôle de ce qu'on fait ici. Ce n'est pas parce qu'on aime crier, ce n'est pas parce qu'on aime perdre le temps. C'est parce que le monde ne sera pas facile. Le monde n'a jamais été facile, mais le monde sera encore plus dur. Aujourd'hui, tout parent responsable doit s'asseoir et se dire, mais de quoi demain sera fait pour mon enfant ou même mon arrière-petit-enfant? Quand je regarde aujourd'hui les ressources naturelles qui diminuent, quand je regarde aujourd'hui le désordre mental, social, économique qui a été instauré, quand je regarde des pays aujourd'hui comme les États-Unis, qui se questionnent comment ils vont faire pour payer la retraite des générations à venir. Quand je regarde aujourd'hui l'Afrique qui hypothèque, qui vend ses ressources, on est content. On dit, nous, on a signé des partenariats. La Chine va venir, ils vont prendre le bauxite. Les États-Unis vont prendre l'aluminium. La France va prendre l'uranium. Les autres vont venir payer ceci, cela. Mais, et le jour où nos enfants, nos arrière-petits-enfants ou arrière-arrière-petits-enfants deviendront plus intelligents et prendront conscience d'eux-mêmes pour dire, bon, nous, on veut maintenant nous assumer. Eux vont se développer avec quoi? Toi, ce qui devrait faire ta particularité, toi, tu as bradé ça. Maintenant, tes enfants, eux, sont venus là. Il n'y a plus l'or du Mali, il n'y a plus l'uranium, il n'y a plus l'hydrogène. Malgré leur intelligence, ils vont se développer avec quoi? Il faut se poser toutes ces questions-là. Mais malheureusement, l'Africain ne veut pas. On veut improviser. On veut vivre au jour le jour.
Et c'est pourquoi Dieu va toujours nous abandonner. Parce que Dieu n'a pas le temps à perdre dans les détails. Vraiment, Yann, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, il y a Yann donc qui nous avait quitté déjà. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons définitivement mettre un terme à l'émission avec... ok, il me dit... Ok, je ne sais plus si Yann est là toujours. Ok, je pense qu'il a coupé. Vous allez me permettre de le rappeler pour voir s'il avait réellement fini son intervention. Alors? Oui, mon grand oncle. Oui, Oui, oui. désolé, en fait, j'ai eu un appel d'entrant qui a coupé l'appel. Ok, il n'y a pas de Donc problème. voilà. Ok. Donc, vraiment, merci. J'ai suivi vraiment studieusement et religieusement tout ce que tu as dit. Je pense que tu n'as fait que vraiment embellir modestement ce que j'ai pu dire. Vraiment, moi, j'aimerais vraiment. Bon, je ne vais plus encore revenir sur ce sujet-là. Je vais essayer juste avant de finir parler un peu, vous voyez, dans le même sens, hein, abonder dans le même, sur la même voie. Vous savez, quand une, un État puissant vient, vient, euh, vient en conquête dans un territoire, l'État, en fait, avant de venir, prend le temps de bien étudier la mentalité de cette population, de ce peuple, la façon de tous les traits de caractère de ce peuple. Je veux dire, dans la géopolitique, dans les stratégies sur le long terme, les gens ont pris le temps de bien nous comprendre, de bien nous, à travers les africanistes de l'époque coloniale, ou précoloniale et coloniale, ils ont pris le temps de bien étudier les Africains. Vous voyez? Et quand ils viennent pas, même quand ils viennent pour faire le commerce, ou quand ils viennent pour faire des colonies, ils viennent en même temps avec toute une culture, toute une civilisation pour nous faire perdre ce que nous avons en nous. C'est-à-dire, en fait, ils viennent nous dénaturer. Et tu le dis souvent, mon grand-oncle, nous sommes des êtres hybrides. Nous sommes des êtres hybrides. Mais est-ce que même nous-mêmes, nous sommes conscients de notre état d'hybridité là? Les êtres hybrides, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, les références n'existent pas pour nous. Et nous-mêmes, on n'essaye pas de se donner des références. Moi, j'insiste souvent dessus parce que je me dis, le développement commence par le changement de notre être en tant qu'être. Vous voyez, le matériel là, ce n'est que la conséquence de ce changement là. Mais le matériel ne peut pas être le but à atteindre. Vous voyez, tout État, tout peuple qui s'est développé, tout peuple qu'on appelle en parenthèse le peuple civilisé, ils se sont basés sur des fondamentaux. Mais est-ce que ces fondamentaux-là, nous on les a? Je ne pense pas que nous les ayons. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément comprendre cela, mon grand-oncle. Et que si nos dirigeants, notre grand guide bâtisseur, il faut que ce programme-là puisse être vraiment fasse partie de son programme, de son projet de gouvernement. Changer l'être ivoirien en profondeur. Et ça passe par la revalorisation de nos cultures, de nos chefs traditionnels aussi qui se sont embourgeoisés parce qu'on leur a donné un petit statut. On ne voit pas, on voit pas leur impact même sur leur population. Ils sont tous devenus des vendeurs de terrain. Donc c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué. Mon grand-oncle, vraiment que Dieu nous aide. Moi, quand je vois comme ça, et que je vois que encore, on a encore des personnes comme l'autre là, le gravataire là, le chef tribal, ces gens-là, je me dis, mais qu'est-ce que ceux-là, ils peuvent nous apporter? Avec, avec tous les défis qui nous attendent, qui attendent les futures générations. Et un babou comme ça, là, bon, peut-être lui-même c'est bon, lui, ça y est, c'est bon là. Mais un babou comme ça, il peut apporter quoi en termes d'intellectuel,
en termes de projet de vie, en termes de qu'est-ce qu'il lui peut apporter pour le futur de la Côte d'Ivoire. Vraiment, mon grand-oncle, j'aimerais que vraiment chacun de nous, à commencer par moi-même, méditons beaucoup sur tout ça, méditions beaucoup sur tout ça, pour que demain, on puisse avoir l'Ivoirien nouveau. Parce que l'Ivoirien nouveau, là, c'est pas que dans les ports, hein. C'est pas que dans les jolis stades. C'est l'être intérieur même de l'Ivoirien qu'il faut changer. Sinon, avec tout ce matériel qu'on voit autour de nous, là, on sera toujours zéro et les autres vont venir toujours nous imposer leur influence. Moi, c'est ce côté-là. L'influence que l'extérieur apporte avec laquelle l'extérieur nous domine doit changer. Les Chinois, là, on ne peut pas les influencer parce qu'ils ont une base. La France, là, c'est un pays mille fois millénaire à travers le siècle, l'époque médiévale, le siècle des Lumières, l'époque moderne. Voilà, aujourd'hui, la France, c'est une référence culturelle. Mais nous, quelle est notre référence culturelle? Bon, l'autre, c'est Adiapi, et Jean-Marie Adiapi, il est parti. Et comment il s'appelle Memel Poté est parti. Quelles sont nos références culturelles? Notre mamie Daki Diabaté, elle est fatiguée, elle est vieille. Quelles sont nos nouvelles références culturelles? Si c'est pour rester dans l'amusement, dans l'enfant, c'est pas bon, mon grand-oncle. Il faut que les hommes de culture, les grands intellectuels ivoiriens se réveillent. Il faut qu'ils essayent de jouer leur part de responsabilité dans ce devenir de l'être ivoirien nouveau. Dans le devenir de l'ivoirien nouveau. Alassane, le président, le grand maître, excusez-moi de dire Alassane, notre grand-père, le vieux, il a fait ce qu'il est en train de faire sa part. Mais nous devons maintenant, il faut que chacun de nous joue à ce niveau-là, surtout nos intellectuels. Voilà, mon grand-oncle, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Allô? Oui, je suis là. Oui, mon grand-oncle, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est sur ça que j'aimerais m'arrêter et dire merci à tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute, tous nos pères, tous nos mères. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Et je te souhaite une excellente soirée et bien des choses à tout le monde du côté de Paris. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci.